Moi, j'avais une question par rapport à ces évolutions-là, c'est comment, en fait, les pratiques syndicales s'articulent avec des acteurs qui sont extérieurs au mouvement syndical ou au mouvement des entreprises. Au 19e siècle, il y avait les mouvements, religieux, par exemple, qui pouvaient porter et contribuer à, comment dire? Tout ce que vous avez expliqué, en fait, à la fois à la structuration, à l'élaboration des revendications. Excusez-moi, je vais essayer de pas être trop longue, parce que j'ai été frappée, par exemple, en début de mois de septembre, je ne sais pas si vous avez vu la campagne d'Amnesty International. Incroyable, c'est quand même pas l'avant-garde éclairée du socialisme, Amnesty International, et pourtant ils ont fait toute une campagne sur, le droit de grève, le droit non, le droit à manifester et ainsi de suite, mais autour de la question du travail. Il y a aussi comment dire? Des associations qui portent des mouvements organizing comme le REACT à Grenoble et tout ça, et voilà. Et donc comment ça s'articule avec d'autres acteurs? Parce que je pense que c'est aussi une réponse à la syndicalisation des jeunes, et ça répond aussi, ça fait le lien avec ce que vous disiez sur le fait que les listes non syndiquées ont parfois plus de suffrages que, les listes de la CGT. Voilà. Excusez-moi si j'étais un peu longue. Non, donc on va prendre une série de questions et remarques. Donc, Gérard. Merci. Une satisfaction et un regret. La satisfaction, c'est que j'ai appris plein de choses et, je veux dire, j'ai enfin compris les enjeux du statut du travail salarié. Bravo, Marie. Mais Bravo, Marie. c'est parce que je suis un peu loin de ça. Hein, mais non, franchement, j'ai trouvé que c'était clair et intéressant. Mais un regret, le regret, c'est qu'on n'est pas du tout traité de la situation des travailleurs, je vais dire ubérisés, enfin des travailleurs de plateforme. Parce que je trouve que c'est un peu le paroxysme de ce qui a été décrit pour les femmes de chambre et la sous-traitance, avec en plus le rôle que joue le numérique dans cette affaire. Alors, c'est un peu enfin, les syndicats commencent à s'en emparer autour de la question de la requalification au contrat de travail et de l'attribution de droits qui n'existent pas. Ça, c'est très bien. Mais je me demande si on réfléchit assez, encore une fois, à ce que ça signifie et comment ça peut être transposé à d'autres secteurs. Un exemple, le client ou l'usager, il participe d'une manière nouvelle à la gestion, au management et donc à la rémunération et aux droits de ceux qui ne sont pas des salariés. Quand vous prenez un taxi Uber, on vous demande de noter, mettons des étoiles ou ce genre de choses. Et ça se fait pour des tas de... le client, il ne se contente plus d'intervenir en disant « j'achète » ou « j'achète pas », mais il va donner un avis qui va avoir une incidence sur le travail et sur la rémunération. Et ce qui est frappant, je termine, c'est que ça dépasse maintenant les travailleurs ubérisés. Moi, quand je prends le TGV, quand j'arrive chez moi, la SNCF me demande si j'ai vu les contrôleurs dans le TGV, si j'ai vu l'haute propreté, etc. Comment on réagit en tant qu'organisation syndicale à ce type d'évolution et à tout ce qu'elle implique? Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je vous propose d'abord donc qu'on... Ah oui, alors pardon. Oui, Fabrice Michaud, secrétaire général de la Fédération nationale des transports CGT. Donc, par rapport à l'interpellation du précédent interlocuteur, la CGT organise justement les travailleurs ubérisés, les livreurs à vélo notamment. Et on a je pense que vu l'évolution du salariat aujourd'hui, puisqu'on faisait référence du travail à la tâche, il faut qu'on soit attentif à une chose, c'est que l'ubérisation et l'auto-entrepreneuriat ne se réduit pas uniquement à ces professions que l'on a identifiées, puisque quand on voit le problème d'attractivité dans certains métiers, je pense notamment dans le transport routier, on est en pénurie de conducteurs, dans le transport routier voyageurs également. Et donc, il faut qu'on soit attentif justement à cette évolution, à cette nouvelle forme de salariat. Et c'est pour ça que la CGT et la Confédération avec la Fédération s'est engagée dans une démarche volontaire et d'organiser ces travailleurs. Et il y a un risque majeur, c'est qu'on utilise justement l'auto-entrepreneuriat pour se substituer au problème d'attractivité et de carence dans certains emplois du transport en général et dans d'autres secteurs d'activité.
Alors, Stéphane. Oui, ça va dans le sens de ce que disait Fabrice à l'instant. Parce que, alors, d'abord, dans un prochain numéro de La Pensée, il y a une recension à paraître du livre du sénateur communiste Pascal Savoldelli, Ubérisation et après, qui porte sur le sujet, qu'ils ont auditionné pas mal de gens au Parlement. Mais justement, cette logique-là, moi je travaille à l'université, elle s'impose partout. C'est-à-dire qu'on a besoin de retranscrire des entretiens de recherche. L'université n'a plus les moyens, parce que la masse salariale est contrainte, de recruter des gens qui transcrivent les entretiens. Donc, ils nous disent, prenez des auto-entrepreneurs, ça passe en fonctionnement, c'est plus du salaire. Bientôt, on va en arriver, et ça commence à se dessiner, à ce que des chercheurs contractuels, s'il n'y a pas la masse salariale, ils vont devoir se déclarer auto-entrepreneurs, et ça passera par une facture, et c'est du fonctionnement, et ce n'est pas du salaire, etc. Et donc, je pense que effectivement, on aurait pu le mettre en la journée, ça aurait été bien, mais ça sera pour une prochaine fois. Je vous laisse répondre. Bien, donc, je vous propose qu'on s'intéresse tout d'abord à la première question, puisque les trois autres ensuite quand même peuvent amener, j'imagine, des réponses communes. Donc, à la première question qui était savoir comment les syndicats s'intéressaient aux autres, à l'extérieur, comme tu as dit, donc notamment collectifs, mouvements associatifs, etc. Qui à la tribune souhaite commencer sur le sujet? Moi, je peux en dire un mot par rapport à l'expérience de l'hôtel, du conflit de l'hôtel Ibis, puisqu'il y avait un comité de soutien très large, avec des partis politiques de gauche essentiellement, tout le spectre d'ailleurs de l'extrême gauche au Parti socialiste, beaucoup d'organisations syndicales, et puis beaucoup aussi d'organisations féministes, femmes solidaires, femmes égalité, j'en oublie, enfin je ne vais pas tous les citer. Et en fait, ce comité de soutien, c'est une aide précieuse pour le syndicat, parce que la grève de l'hôtel Ibis, c'est une grève d'une vingtaine de personnes. Donc une vingtaine de personnes, on est vite réduit en termes de moyens. Et pour un exemple, quand on envahit un hall d'hôtel avec 150 personnes, ça fait du bruit, ça fait des belles images à la télévision, et puis ça aussi, ça motive les troupes. Alors, le syndicat et les grévistes conservaient la conduite du mouvement, hein, avec des assemblées générales, parfois quotidiennes, parfois hebdomadaires, pour décider des négociations, discuter fixer des initiatives, etc. Et en règle générale, il répondait aux invitations du membre du collectif, ce qui permettait aussi de publiciser un peu plus le conflit. Et les associations féministes qui se sont beaucoup mobilisées, le mouvement féministe qui s'est beaucoup mobilisé, parce que, évidemment, le secteur du nettoyage est un secteur où l'emploi féminin est très majoritaire, et ben, organisait ses propres initiatives et y invitait les grévistes à témoigner. Donc c'est finalement une cohabitation où chacun poursuit un peu ses propres objectifs et trouve un modus vivendi qui permet de ne pas se marcher dessus, qui évite les éventuels conflits entre les soutiens et l'organisation syndicale et les grévistes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Marie, sur cette première question. Oui, là aussi, les évolutions dans le rapport de la CGT au monde du hors-travail ont beaucoup évolué dans le courant et à la fin des années 90. Jusque-là, la CGT, bon, elle avait une grande force aussi, hein, elle reposait beaucoup sur l'industrie, elle se sentait assez forte pour tout aborder. Mais avec les phénomènes que j'ai décrits, elle a vu que son syndicalisme ne suffisait pas à tout. Et donc, elle a commencé à nouer des relations importantes avec des associations. Alors, je ne sais pas comment préciser, parce que le monde associatif, c'est quand même très vaste et très complexe. Il y a aussi des associations d'employeurs. Hein. On appelle association en fait, ce sont des employeurs. Donc là, c'est une autre partie, je dirais. Hein. Mais disons que des associations qui se situent sur des sujets, ils peuvent être, par exemple, sur l'amiante. Je pense que, je n'ai pas travaillé spécialement cette question historiquement, mais je pense que les premières ouvertures que la CGT a fait avec le monde associatif doivent se situer sur les questions de l'amiante et les questions de santé au travail. Bien.
Ensuite, dans les années 90, c'est avec toutes les associations de lutte contre l'exclusion que nous avons noué des relations, et puis les associations qui luttaient pour la régularisation des sans-papiers. Peut-être vous vous souvenez qu'à l'église Saint-Bernard, Louis Vianney a été le premier dirigeant à se rendre pour soutenir les sans-papiers qui occupaient l'église et qui étaient menacés d'expulsion par les CRS. Et ce travail a continué par la suite. Avec les associations féministes, l'histoire est beaucoup plus complexe, mais bon, je ne développe pas parce que sur le sujet, je suis en général intéressable, donc je ne fais que le dire. Mais globalement, y compris aujourd'hui avec les associations de lutte pour l'environnement, avec le collectif Plus Jamais Ça, la CGT considère qu'elle n'est plus seule légitime sur un certain nombre de sujets et que donc elle doit trouver avec d'autres des moyens, des lieux à la fois d'échange, d'élaboration, de coélaboration quelquefois pour prendre en compte des opinions ou des connaissances que nous n'avons pas tout seuls, ou bien construire des mobilisations. Oui, j'ai oublié, dans toutes les batailles sur l'emploi, quand on défend, quand on est sur une entreprise, sur un site, qu'on défend l'emploi de cette entreprise, on a des liens avec les associations qui se battent pour la vitalisation de ce site, bien sûr, ou la revitalisation quelquefois. J'ai sans doute oublié des associations. Mais donc, une démarche ouverte, on peut échanger, on peut se nourrir mutuellement d'informations, de connaissances, voire de possibilités de mobilisation, mais la limite, c'est le travail, le travail salarié. C'est-à-dire que dans l'entreprise, ce sont les syndicats qui doivent mener les affaires, quoi. Donc, comme la CGT est toujours sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois on est sur les revendications dans le travail, dans l'entreprise, etc., mais en même temps on veut changer la société. Donc sur cet aspect de changer la société, le champ est ouvert pour des coopérations, etc. Mais par contre, nous sommes un peu difficiles à vivre quand un comité associatif voudrait décider à la place des salariés comment conduire leur grève, par exemple. Ça arrive, donc je préfère le dire. Donc voilà, c'est un peu comme cela que ça se construit. Mais si on regarde sur 20 ou 30 ans, il y a une évolution considérable du rapport de la CGT avec le monde associatif, mais du rapport du monde associatif avec la CGT. C'est-à-dire que le monde associatif n'a plus la même vision et de la CGT et du monde du travail qu'il avait avant. Et juste, j'en termine puisqu'il faut être bref, n'oublions pas que 89% de la population active est aujourd'hui salariée. Donc, ça change aussi, si vous voulez, quand on avait juste les ouvriers qui, au début du XXe siècle, qui étaient dans la population salariée et que la majorité de la population était dans l'artisanat, dans le commerce, dans l'agriculture, un peu les deux, dans la polyactivité, etc., ça ne faisait pas la même chose que quand vous avez 89% de la population active qui est salariée. Donc, là, ça rend un certain nombre de choses incontournables. Après, il y a quand même une difficulté particulière quand les collectifs ou les associations s'annoncent comme se créant pour suppléer aux déficiences de l'action syndicale, voire pire parfois, considérant que l'action syndicale est vendue en fait depuis longtemps et donc cherche à développer des collectifs. Là, évidemment, les aspects de travail en commun deviennent tout d'un coup plus compliqués. Oui, mais en même temps, pardon de reprendre la parole, hein. En même temps, je pense que la meilleure façon de prendre le problème, c'est de se dire que si une association se crée, parce que ça, c'est beaucoup lié à l'éclatement du salariat, à la segmentation, aux mises en concurrence systématiques du libéralisme. On a autant d'associations que de sujets, en quelque sorte. Hein. Un sujet, une association. Je pense que la façon la plus riche de le prendre pour la CGT, c'est de se dire, ben, voilà un sujet dont la CGT ne s'occupe pas suffisamment. Et peut-être que le fait que des associations soient dessus, ça va nous aider à mieux le prendre en compte, mais en même temps, on ne peut pas en rester à une seule question.
le rôle d'un syndicat, c'est précisément de mettre tous les sujets en cohérence les uns avec les autres dans un objectif de transformation fondamentale. Hein. J'avais oublié de tenir compte de cet aspect. Je pense que sur un sujet donné, une association peut être un aiguillon, peut être quelquefois meilleure que la CGT. Mais pour mettre ce sujet en cohérence avec les autres et apporter des changements fondamentaux, il faut une organisation qui aborde les questions de façon transversale. Voilà, hein, pardon merci de m'avoir permis ce complément. Je t'en prie. On reste un instant sur cette même partie avec Gérard qui demande à nouveau à intervenir. Et puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième question qui avait été soulevée par vos questions autour de la question de l'ubérisation, de l'auto-entrepreneuriat, etc. Juste une remarque sur ce sujet à partir de l'expérience éducation, hein, éducation nationale. Il y a des associations qui sont ce qui reste du corporatisme initial. Je veux dire par là, dans le monde de l'éducation, notamment essentiellement dans le second degré, mais aussi un peu dans le premier degré, il y a par exemple des associations de profs par discipline. Dans le premier degré, il y a eu à une époque l'association des instituteurs secrétaires de mairie. Il y a l'association des conseillers d'orientation psychologue. Et là, le rapport avec le syndicat est assez complexe. C'est pas de l'opposition, parce que souvent on mène les mêmes batailles. Je me rappelle, il y a quelques années, l'association des professeurs de SES avait voulu lancer une grève des SES, sciences économiques et sociales, et avait demandé au syndicat de déposer le préavis de grève puisqu'elle ne pouvait pas déposer elle-même le préavis de grève. Donc il y a ça, et en même temps il y a concurrence. Donc c'est un rapport de tension complexe, je veux dire, qu'on ne peut gérer qu'au jour le jour. Voilà. Bon, donc je vous propose que sur cette première partie, on s'arrête là pour essayer de tenir les temps. Et donc, on passe à plusieurs questions qu'il y a eu après, donc autour de la question des formes d'emploi dites ubérisées. Alors, qui Maryse? Alors non, allez. Vas-y, Gérard. Ubérisé, je vais parler du 19e siècle. Je vais rester sur mon terrain. Oui, effectivement, quand on parle de travailleurs Uber, immédiatement, ça rappelle des choses que le mouvement ouvrier naissant et le syndicalisme au ses débuts a connu, hein, qui sont des formes de travail qui s'incarnaient à travers deux types de contrats qui sont nés au tout début du 19e siècle, notamment avec le Code civil, hein, qui instaure une subordination comment dire, asymétrique entre les travailleurs et le patron. Ce sont les contrats de louage. Deux grandes catégories de contrats de louage existent à l'époque, au 19e siècle. C'est le louage d'ouvrage et le louage de service. Alors, le louage de service, bon, très vite, ça s'intéresse à une catégorie assez spécifique de la population, mais très nombreuse à l'époque, qui sont les domestiques, qui étaient très nombreux. Et les contrats d'ouvrage et les louages d'ouvrage, c'était le mode, on va dire, majoritaire pour la production. Ce mode d'organisation va faire intervenir un troisième acteur entre le capital et le producteur, qui était le marchand, d'où le marchandage qui a été pendant très longtemps, je dirais, le domaine d'intervention des syndicats naissants et des organisations ouvrières naissantes. Alors, qu'est-ce que le marchandage à l'époque? Nous avions un donneur d'ordre, par exemple, je pense dans le bâtiment, pour quelqu'un qui veut construire un immeuble. Donc, le capitaliste arrivé, il veut construire un immeuble, il s'adresse à une tierce personne qui est le marchand, il lui alloue une certaine somme pour réaliser cet ouvrage, et ce marchand va mobiliser les producteurs, les ouvriers du corps du bâtiment pour réaliser cette construction. Mais la rémunération du marchand était, lui, c'était la différence entre ce que lui allouait le capitaliste et les tarifs, enfin les salaires versés au producteur qui réalisait l'ouvrage. Ce n'est pas la peine de m'élargir, tout le monde a compris très vite la conséquence, c'est que la tendance naturelle était à baisser les salaires pour augmenter les revenus du marchand. D'où le marchandage, ça a été probablement la grande bête, enfin la bête noire, ça a été le domaine, je veux dire, d'intervention des syndicats au 19e siècle. Ça a perduré sous une forme nouvelle avec ce qu'on appelait les organismes de placement,
à Paris, notamment dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, qui, là, pour le coup, organisaient la domesticité, mais c'était exactement le même principe, hein. Le bourgeois s'est dressé à un prestataire qui lui-même allait embaucher des domestiques pour des cuisiniers, des cuisinières, des femmes de ménage, etc., et avec le même principe de travail. Voilà. Donc, le mouvement ouvrier a vraiment connu et a apporté des réponses. La réponse a été évidemment les contrats collectifs, et ça a été la réponse syndicale au 19e siècle. Maintenant, je ne parlerai pas d'aujourd'hui, ce n'est pas mon domaine de compétence, je laisserai donc plutôt s'exprimer Maryse dans ces domaines qui a des connaissances beaucoup plus larges et vastes sur le sujet. Bon, je donne la parole à Maryse, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que cette journée d'études est, comme vous le savez, retransmise sur les réseaux sociaux et qu'il y a donc des questions, des remarques qui viennent aussi de ceux qui nous suivent donc par les voies numériques, et donc il faudra leur laisser la place tout à l'heure. Oui, mais moi je vais aller très vite. Voilà, soit on traite de ce que est l'auto-entrepreneuriat, l'ubérisation, etc. Il nous faut du temps, donc c'est pas pour aujourd'hui. Soit on le met en rapport avec la thématique d'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, et là je vais aller vite. Justement, ça confirme la validité de la démarche de la CGT sur le nouveau statut du travail salarié. On pourrait s'arrêter à un nouveau statut du travail, en fait, hein, puisque là, il s'agit de personnes qui travaillent, qui vivent de leur travail, et qu'on a délibérément exclu du salariat, hein. L'auto-entrepreneuriat a été créé par Sarkozy, et l'ubérisation, elle est utilisée au travers de la numérisation, mais l'objectif qu'ont les donneurs d'ordre au travers de ça, c'est de rendre floues les frontières du salariat et de faire que de plus en plus de gens échappent au salariat. Si vous voulez, du 19e siècle à aujourd'hui, le salariat n'a cessé de s'étendre, de s'élargir, de concerner de plus en plus de monde, je vous l'ai dit, 89% de la population active aujourd'hui. Et là, on a une offensive pour, au contraire, faire que que les travailleurs ne soient plus forcément salariés, parce que le salariat, c'est malgré tout des droits. Si on part de la proposition de la CGT du nouveau statut du travail salarié, on ne s'embête pas avec l'idée Uber, auto-entrepreneur, etc. C'est l'idée travailleur, des droits. Une heure de travail, des droits qui correspondent à l'heure de travail. Peu importe l'employeur. Nouveau service public de l'emploi et de la formation pour juger des droits, de la transférabilité, etc. Évidemment, c'est un objectif à atteindre. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, mais c'est pour dire comment la proposition que nous avons syndicalement, elle est adaptée pour faire face aux nouvelles réalités du travail. Cela étant, ne sous-estimons pas un aspect sur lequel idéologiquement les capitalistes marquent des points, essayent de marquer des points, c'est l'aspect liberté. C'est-à-dire qu'ils essayent de montrer à des jeunes, en particulier, qu'en n'étant pas salariés, ils vont être plus libres de travailler quand ils veulent, etc. Alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus attachés, parce qu'il faut vivre, hein, il faut vivre de son travail, et compte tenu des rémunérations, ils sont encore plus liés parce qu'ils ont moins de droits. Bon. Et troisième aspect, par exemple, si on prend les coursiers à vélo, hein, qui ont créé plusieurs syndicats CGT maintenant. Le premier a été en Gironde d'ailleurs, et après, je dis en Gironde parce que je suis là-bas, et après un peu partout en France, ils ne veulent pas être salariés au début, hein. Ils ne veulent surtout pas entendre parler du salariat. Pourquoi viennent-ils à la CGT? Parce que c'est eux qui viennent. Pourquoi? Quel est leur premier truc? Leur premier truc, c'est « oui, mais quand on a un accident, on n'a pas de couverture. Donc, on veut pouvoir cotiser à la sécurité sociale et avoir des droits. Très bien, allez, on prend. On porte vos revendications, très bien. Après, deuxième truc, oui, mais alors, quand on veut avoir des courses, obtenir du travail, hein, en fait, la plateforme qui distribue les courses, si on a refusé la fois d'avant parce qu'on était fatigué ou parce que c'était trop loin ou parce qu'on n'a plus la course la deuxième fois, donc notre rémunération tombe. Très bien, allez, on prend en note et avec eux, on construit. Et c'est comme ça qu'on a maintenant plusieurs syndicats.
constitués, y compris dans ces professions-là. Et je pense qu'on a la même démarche. Alors, le copain des transports en parlait pour les chauffeurs de taxi, pour etc., les ambulanciers, enfin, tous ces secteurs que le capital essaie de développer à côté du salariat et avec lesquels on reconstruit des revendications. Mais je pense qu'il nous faut, nous, syndicalistes, être très vigilants sur cette question de liberté, parce que c'est quand même bien que des gens aient envie d'être libres. Hein. C'est quelque chose qu'on doit porter, nous. Donc, il faut qu'on trouve les moyens de porter cette envie de liberté avec les droits et les garanties collectives qui permettent d'exercer les libertés individuelles. Il y a cette dialectique. Et puis, le tout dernier point qui nous interroge beaucoup, c'est que beaucoup de ces personnes qui recourent à ce type d'emploi sont des personnes issues de l'immigration qui sont discriminées dans les accès à l'emploi par ailleurs. Et je pense que ça, en tant que syndicaliste, ça doit aussi nous interroger sur le fait qu'il y a là toute une partie de la population, parmi les jeunes, qui n'arrivent pas à intégrer l'emploi, le travail comme on le souhaite, et qui ne trouvent pas chez nous la force suffisante pour pouvoir le faire. Et qui donc va vers des... Il faut travailler, il faut vivre. Hein. Et soit c'est la drogue, soit c'est le travail. Donc voilà, je pense que ça nous interroge aussi en termes de responsabilité vis-à-vis de ces catégories-là. Merci. Alors, donc, on a quelques remarques qui ont été faites sur les réseaux sociaux. La question de Anne Mélian qui porte sur la formation. La question de la formation me semble devoir s'articuler avec la notion de métier évoquée comme forme de résistance, historiquement et actuellement à l'exploitation sous ses différentes formes. Militante syndicaliste dans le supérieur, j'ai travaillé aux questions de professionnalisation des formations supérieures, question épineuse mais qui mérite notre intérêt. Bien. Alors, un mot... Pierre-Henri, sur la première question, donc qui touche, puisqu'elle touchait directement ton intervention. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que c'était plus une affirmation qu'une question, mais évidemment, c'est d'ailleurs une des grosses difficultés pour le patronat de l'hôtellerie, c'est que c'est en plus très stratégique, la chambre, c'est au cœur de la relation avec le client, donc quand elle est mal faite, quand la personne a travaillé trop vite et que le lit est mal fait ou que la chambre n'est pas tout à fait aussi propre qu'elle devrait l'être, évidemment, ça pose problème. Donc, c'est aussi un point d'appui pour contester la sous-traitance, parce que, en gros, en termes d'efficacité, en termes de qualité du travail rendu, c'est pas toujours là. Donc, c'est un argument qui est régulièrement développé par les syndicats. Je profite juste de l'occasion pour dire que la situation de marchandage que tu décrivais s'applique totalement au secteur du nettoyage, puisque la procédure d'appel d'offres entraîne en permanence, tire les prix vers le bas, et donc amène les patrons du nettoyage à rogner de plus en plus les rémunérations de leurs salariés, y compris en leur imposant des modifications unilatérales du contrat de travail, sans que les salariés aient même conscience de ce qui se passe. On leur fait signer des papiers qu'ils signent parfois de manière très naïve, mais comme ils ne savent pas lire, ils se font avoir. Quoi. Voilà. Oui, justement, pour confirmer que le travail des femmes de ménage fait partie de la valeur de l'entreprise, et pour faire remarquer qu'autrefois, les femmes de ménage étaient dans le statut de l'entreprise. Il y a eu des décisions délibérées d'externaliser le ménage, la maintenance, un certain nombre de fonctions logistiques, etc. Et de faire éclater les conventions collectives. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les femmes de ménage de Batignolles n'auraient pas eu à lutter pour être intégrées à l'entreprise. Elles étaient dans l'entreprise. Mais pas seulement dans les hôtels. Je veux dire, dans n'importe quelle entreprise, le personnel de nettoyage faisait partie de l'entreprise. Et donc de la même convention collective que les salariés de l'entreprise en question, de la banque s'il s'agit d'une banque, de la métallurgie s'il s'agit de la métallurgie, etc. Et
ce que je disais tout à l'heure sur la mécanique à partir des années 80-90 autour des conventions collectives, les employeurs, puisque c'est les employeurs qui décident du champ des conventions collectives, c'est pas pareil dans tous les pays, hein. Au Canada, aux États-Unis, ce sont les syndicats qui décident du champ des conventions collectives. Ici, ce sont les employeurs, c'est comme ça. Bon, donc, comme c'est les employeurs qui décident du champ des conventions collectives, voire l'État, parce que le gouvernement a quelquefois créé des conventions collectives, notamment dans l'aide à domicile, etc., eh bien, il crée une convention collective spécifique du nettoyage. Du coup, les personnels de nettoyage ne font plus partie de la même convention collective et du même statut que les salariés des entreprises dans lesquelles ils et elles font le ménage, et ça permet de travailler sur le moins-disant, c'est-à-dire non seulement ce que Pierre-Henri disait tout à l'heure sur le nombre d'heures qui permet que la sous-traitance fasse des profits, mais aussi sur le fait qu'il n'y a plus de promotion. Ce sont des conventions collectives où il y a beaucoup de femmes, tout le monde le sait. Et tout le monde sait aussi l'immensité des écarts salariaux entre femmes et hommes. De quoi se nourrissent ces écarts salariaux? Outre le temps partiel, hein, qui est occupé à 80% par des femmes, les emplois à temps partiel, l'autre aspect, c'est que les femmes travaillent dans des conventions collectives où il y a moins de possibilités d'évolution professionnelle que dans les autres. Donc, quand vous étiez femme de ménage, autrefois, dans une entreprise lambda, vous aviez la possibilité, je ne dis pas que tout le monde y arrivait, mais la possibilité existait, par l'ancienneté, par des formations professionnelles, de grimper des échelons à l'intérieur de l'entreprise, voire de changer de fonction à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous êtes dans une convention collective du nettoyage, dans une entreprise qui ne fait que le nettoyage, vos possibilités de promotion, vos possibilités d'accéder à des vraies carrières sont beaucoup réduites. Et ça, c'est une réalité qui explique que une partie des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, et qui explique aussi que quand on commence son entrée dans la vie active en précarité, en situation soit de contrat précaire, soit de précarité parce que les salaires sont très faibles, 900 €, nous disait Pierre-Henri, il nous a montré aussi le lien entre le niveau du salaire, les difficultés de logement, loger très loin, les difficultés familiales, enfin, tout s'enchaîne, tout se cumule, eh bien, vous ne sortez plus de la précarité. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, pour sortir quand on est dans une famille pauvre, quand on est un enfant qui naît dans une famille pauvre, aujourd'hui, il faut 5 ou 6 générations pour pouvoir espérer en sortir. Voilà. Mais ça se nourrit de ces mesures-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout est dans tout. Le travail, il est dans la société. Et voilà. Oui, moi, je voudrais juste, Fred, je suis cheminot à la retraite de la région lyonnaise. Je voudrais juste rajouter, chez les cheminots, on a eu ce problème de personnel de nettoyage des trains qui sont dans les mêmes difficultés. Moi, je me souviens des salariés qui avaient un vestiaire à part où leur toilette servait aussi de douche. On mettait un morceau de bois après pour qu'ils prennent la douche. C'était absolument scandaleux. Enfin bon, on avait réussi à gagner des choses et avec la création des syndicats de site. Ça a été quelque chose de nouveau dans la CGT, puisque c'est pas non plus les syndicats de site, ça date pas non plus de très très vieux. Hein. Et on avait créé ces syndicats de site, et ce qui avait permis de faire un regroupement avec ces salariés et de gagner aussi des droits nouveaux, puisqu'on intervenait aussi dans leur entreprise. Voilà, ben merci de cette dernière intervention. C'est la discussion qui me fait penser à ça, mais la sous-traitance, elle aussi, elle prive les salariés d'une représentation, parce que tout simplement, quand on est représentatif dans l'hôtellerie, on n'est pas dans le nettoyage. Et donc, c'est compliqué d'aller aussi devant les employeurs pour dire vous n'avez pas respecté les droits du travail de madame, parce que vous dites oui, mais vous n'êtes pas représentatif dans mon entreprise, ou vous n'êtes pas représentatif dans la branche. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour les organisations syndicales. J'avais discuté avec un syndicaliste de Sudrail qui avait tenté de syndiquer les salariés du nettoyage. Il m'expliquait que sur un site, ils avaient réussi à organiser pas mal de salariés du nettoyage, sauf que ils n'étaient pas représentatifs dans l'entreprise et pas dans la branche. Et donc, ça aussi limitait leur possibilité
d'agir. Et puis l'autre chose aussi, c'est que ça met aussi les organisations syndicales en concurrence. Ça crée des frictions parce que l'entreprise qui est représentative dans le nettoyage, elle a tendance à vouloir garder avec elle les salariés du nettoyage parce que sa représentativité dépend des élections. Or, si elle laisse partir les salariés du nettoyage, sa représentativité va s'affaiblir. Et puis celle de l'hôtellerie, elle a intérêt à les réintégrer dans la communauté professionnelle de l'hôtellerie parce que c'est des gens qui sont plus susceptibles de voter CGT et qui vont aussi l'aider à s'implanter, si elle arrive à les syndiquer et à les réintégrer dans l'hôtellerie, à s'implanter dans des hôtels où elle n'existe pas. Donc ça met aussi en concurrence les organisations syndicales et c'est aussi de fait des freins au développement du syndicalisme.